On démarre tout de suite et on va aller faire un tour du côté de la macroéconomie. On va faire un petit point global. En ce moment, il se passe beaucoup de choses à la fois sur les marchés côté européen et surtout français évidemment, mais aussi côté américain. Et on va commencer en allant faire un tour du côté français. Ici, pourquoi? Puisque tout simplement, côté français, il est temps de parler du premier tour des élections qui n'a pas manqué de faire réagir les investisseurs avec le Rassemblement national, notamment qui arrive en tête du premier tour. Les résultats ont eu des implications significatives dans le paysage économique français. Ici alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les élections ont déjà influencé le comportement du marché avec des fluctuations notables sur des actions françaises et évidemment sur la devise euro. Et quand je pense aux actions, je pense notamment au secteur bancaire dont on avait déjà eu l'occasion de discuter ensemble il y a maintenant un peu plus de 2 semaines après la dissolution de l'Assemblée par Emmanuel Macron. Alors ici, à mesure que le scénario politique se déroule, le monde financier évidemment continue de surveiller de très près le potentiel blocage parlementaire et son impact sur les politiques économiques à venir côté français et qui ne manqueront pas d'impact à la fois évidemment l'économie française mais potentiellement aussi par effet d'entraînement l'ensemble de l'économie européenne. Alors ce qu'il faut voir en termes de réaction à court terme, en réponse aux résultats des élections françaises, les actions ont bondi avec l'indice CAC 40 ici qui était en hausse hier de 2,7% à l'ouverture, ce qui reflète tout simplement le soulagement des investisseurs que le Rassemblement national n'ait pas obtenu de majorité absolue immédiate. Dans la foulée, les actions des banques qui avaient subi des pertes importantes depuis la dissolution justement de l'Assemblée par Macron ont commencé elles aussi à rebondir. Les actions Société Générale ont gagné 4,3% hier, tandis que le Crédit Agricole et BNP Paribas enregistraient des hausses respectives de 3,8 et 3,4%. L'euro avait également connu un bond, atteignant un nouveau sommet depuis plus de 2 semaines contre le dollar. Ce rallye a été alimenté par le sentiment des investisseurs que les scénarios les plus pessimistes comme une crise financière semblable à celle du marché britannique de 2022 avaient été évités et par l'optimisme quant à la résilience également du secteur financier face à cette incertitude politique qui va malheureusement se maintenir encore jusqu'au résultat du second tour des élections. Alors en revanche, malgré ces gains, les marchés restent relativement méfiants face à une potentielle instabilité à long terme et le spectre d'un parlement sans majorité plane déjà et dès ce mardi, aujourd'hui, à l'ouverture mais aussi à la clôture, on a assisté à un retour de la baisse ici. Les investisseurs sont maintenant d'ores et déjà dans l'attente du second tour. Donc après cette tentative, j'allais dire, de rebond inespéré de lundi, on peut s'attendre à un reste de la semaine relativement calme, voire même en légère baisse, puisqu'on sera donc dans l'attente tout simplement des résultats de dimanche. Concrètement, on reste éloigné pour l'instant du CAC 40, le risque de blocage et d'instabilité politique est trop important et je ne veux surtout pas être exposé en cas de forte chute à l'ouverture lundi prochain. Alors avant d'enchaîner et de passer sur le petit point également du marché obligataire, j'en profite pour revenir sur le chat. Je vois qu'on a Franck qui nous a rejoint, qui disait bonjour Pierre, bonjour à tous. Bonsoir à toi Franck, écoute, ça fait plaisir de te retrouver, un habitué ici sur le chat. Pour les autres, même chose, n'hésitez pas à venir nous saluer si vous êtes de passage. Alors, on revient donc sur le marché obligataire où les rendements des obligations françaises sont restés globalement inchangés après les résultats des élections, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Cette stabilité survient après une période de large écart par rapport notamment à leur équivalent allemand qui eux sont ultra sécurisés. La prime de risque sur la dette publique allemande avait atteint son plus haut niveau depuis la crise de la zone euro il y a plus de 10 ans. Cependant, pour l'instant, les résultats des élections signifient que les investisseurs sont désormais moins préoccupés par des politiques fiscales extrêmes qui pourraient encore gonfler la dette et le déficit budgétaire déjà élevé de la France. En revanche, ce qu'il va falloir surveiller, ce sont les implications à plus long terme, évidemment, de ces élections. Et là, ici, le risque, c'est qu'on ait un Parlement divisé qui pourrait conduire à une impasse législative, bloquant donc les réformes économiques cruciales et exacerbant les niveaux de la dette déjà particulièrement élevés de la France. À la fin de l'année dernière, la dette publique côté français s'élevait à 110,6% du PIB, tandis que le déficit budgétaire était, lui, de 5,5% du PIB. Les investisseurs concrètement craignent qu'en l'absence de majorité claire, le nouveau gouvernement ait du mal à mettre en mesure des politiques qui permettent de relever justement ces défis fiscaux.
Le risque de paralysie politique pourrait entraver également les efforts visant à stimuler la croissance économique et surtout à maîtriser l'inflation, ce qui amènera alors une hausse des coûts, notamment du financement plus élevé de la dette française au fil du temps. De plus, la possibilité d'une coalition entre l'extrême droite et une partie de la gauche pourrait entraîner des politiques qui mettraient encore plus à mal les finances publiques, comme notamment des réductions d'impôts et une augmentation des dépenses sociales. Il faut donc rester globalement prudent toujours sur ce marché français, à la fois à court terme mais aussi à long terme, plus d'autant que le président Macron a d'ores et déjà annoncé qu'il pourrait dissoudre à nouveau l'Assemblée d'ici 1 an, de quoi évidemment maximiser justement le risque politique. Enfin, le dernier élément qu'il faut prendre en compte, c'est la possible absence de soutien de la Banque Centrale Européenne, un point à ne pas négliger, donc l'absence de soutien vis-à-vis de la France si les choses devaient s'envenimer. Et oui, pourquoi ? Car avant d'intervenir, on sait que Christine Lagarde exigera la mise en place de mesures afin de se rapprocher des critères du traité de Maastricht, critères que la France ne respecte absolument pas et qu'une absence de majorité pourrait justement amener à ne pas respecter. Et dans ce cas-là, la France, le risque, c'est que la France se retrouve seule, livrée face à elle-même. Alors évidemment, là on n'y est pas, ce sont les scénarios alarmistes. Malgré tout, il reste à étudier et ça fait partie justement des risques pour l'instant qui font que à la moindre mauvaise nouvelle, les marchés chutent immédiatement. On est dans de la surréaction, malgré tout, il faut donc s'y préparer pour ne pas se faire surprendre par des pics de volatilité à la baisse. Bon, maintenant qu'on a terminé avec le volet français et que vous comprenez mieux pourquoi pour l'instant il est hors de question de faire quoi que ce soit tant qu'on n'a pas le résultat du second tour, on va passer évidemment à la situation américaine, où là pour une fois, ce qui nous intéresse d'un point de vue macro côté américain, c'est absolument pas la Fed, c'est surtout le débat des présidentielles et surtout quel potentiel président sera élu donc d'ici 126 jours aux États-Unis. Alors, à 126 jours des élections présidentielles, les choses s'accélèrent. Et malgré la performance catastrophique de Joe Biden lors du débat de la semaine dernière, les investisseurs ont d'autres préoccupations. Les analystes du marché obligataire notamment se préparent à des déficits plus importants, quel que soit celui qui passe, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden. Le débat télévisé entre les deux candidats a révélé concrètement très peu de perspectives de retenue budgétaire, peu importe le gagnant donc de l'élection du 5 novembre. Biden et Trump envisagent de prolonger les réductions d'impôts de l'ère Trump, ce qui pourrait ajouter environ 4600 milliards de dollars au déficit américain sur les 10 prochaines années. Le bureau du budget du Congrès prévoit également un déficit budgétaire de l'ordre de 1900 milliards de dollars dès 2024, avec une dette publique qui devra atteindre les 122% du PIB d'ici 2034. Les ventes de la dette publique américaine ont récemment fait grimper les rendements des bons du Trésor à leur niveau les plus élevés en 2 semaines, ce qui indique notamment une faible demande de la part des investisseurs. Les analystes craignent pour l'instant qu'en l'absence de retenue budgétaire justement, cela entraîne des perturbations et surtout des augmentations de l'émission de la dette faite par le gouvernement américain, perturbant davantage le marché. 2 principaux risques sont donc pour l'instant à surveiller. Le premier, c'est le risque de résurgence de l'inflation, ce qui amènerait la Fed à revoir sa position. La Fed qui pour l'instant envisageait soit de rester en statu quo, soit de baisser ses taux directeurs, pourrait être contrainte en cas de nouvelles dépenses excessives de maintenir ces taux soit inchangés, voire même de les rehausser afin de lutter davantage contre l'inflation. Et la seconde chose, c'est qu'en cas de victoire totale des républicains ou des démocrates aux élections, alors quand on parle de victoire totale, attention ici, je parle à la fois d'une victoire à la présidentielle, mais aussi au Congrès. Si jamais les 2 chambres venaient à tomber entre les mains d'un parti ou de l'autre, évidemment on peut supposer ici que cela conduira à des dépenses déficitaires sans contrôle puisqu'il n'y aurait pas d'opposition. En revanche, si on arrive à un contrôle partagé entre la Maison Blanche et le Congrès, par exemple une Maison Blanche républicaine mais un Congrès qui lui resterait démocrate, dans ce cas-là ça pourrait limiter justement la croissance des dépenses, mais ça pourrait aussi raviver le débat sur le fameux plafond de la dette.